Ma formation, j'ai un doctorat en pharmacie industrielle, ce qui explique aussi mon affinité avec Polytechnique. Et je suis avocat. Et j'ai passé 4 années à Santé Canada à la Direction générale de santé environnementale, santé au travail et sécurité des consommateurs. Alors, c'est là que j'ai un peu acquis de l'expérience dans ce domaine-là. Et c'était fort intéressant. Alors, on m'a demandé de vous parler ce matin du cadre théorique de la gestion des risques et d'essayer de passer des principes à l'application. Donc, bonjour. Alors, qui dit cadre théorique, malheureusement, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a des cadres et beaucoup de principes. Et c'est rendu à un point où, des fois, les gens ne savent plus trop à quel sein jouer puis quel cadre utiliser. Et par rapport à l'application en milieu de travail, je vais essayer d'apporter quelques exemples, mais surtout vous donner quelques trucs sur comment maximiser les chances de succès. Les cadres, donc, je viens de vous dire qu'il y en a beaucoup trop. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, c'est que malgré tout, ils présentent un très haut degré de similitude. Et peu importe le cadre qu'on va choisir, tous ces cadres-là présentent à peu près les mêmes défis d'implantation. Il y a un problème majeur, et c'est celui du vocabulaire. Et dans les cours que j'ai préparés, tant à Polytechnique qu'en santé et sécurité au travail, en médecine, j'ai préparé ce que j'appelle un document consolidé de vocabulaire. Hein? J'ai pris les définitions qui étaient dans tous les cadres, et est-ce que vous avez une idée du nombre de définitions qu'il y a dans mon document consolidé? 269 définitions. Évidemment, il y en a plusieurs qui sont voisines, mais si on prend la définition du risque, la définition de gestion de risque, la définition des parties prenantes ou des acteurs ou des parties impliquées ou des parties... Alors, c'est source de confusion et c'est source de difficulté pour les gens qui veulent... Donc, il y a en tout 15 cadres que j'ai répertoriés et je ne les ai pas tous mis dans mon document. Pour ma part, j'ai fait le choix de me servir du vocabulaire qui découle du standard international ISO. Vous avez un standard de vocabulaire qui date de 2002. Ils en ont produit un deuxième en 2009 et cette fois-là, ils l'ont assorti d'un cadre qui décrit des procédures, qui décrit le cheminement, qui décrit la démarche. Et je me suis investi de la mission de répandre le vocabulaire de ce cadre-là. Et c'est ce que j'utilise dans tous mes cours et dans toutes mes conférences. Pourquoi j'aime bien ISO? D'abord, c'est qu'il n'est pas branché sur une discipline. Parce que si vous lisez un cadre sans avoir sa source, vous allez souvent être capable de deviner qui est-ce qui l'a écrit. Parce que vous allez retrouver des expressions, des approches qui vont vous rappeler une discipline, que ce soit en santé au travail, ou que ce soit en santé environnementale, ou que ce soit en santé en établissement de santé. L'autre chose qui est intéressante est que maintenant, on parle de gestion intégrée des risques. Et pourquoi? C'est qu'effectivement, ça présente le concept de gestion de risque d'une manière beaucoup plus holistique. Mais comme vous allez voir par la suite, il y a des pièges à ça. Et l'autre chose, c'est qu'au niveau de ISO, le vocabulaire qui est utilisé est beaucoup plus standardisé, donc plus neutre. C'est donc quelque chose qui est d'une application plus universelle. Alors, vous avez ici la référence des deux cadres. Ils sont disponibles dans certaines bibliothèques. En tout cas, ils sont disponibles à la Bibliothèque de la santé. Alors, avec Claude Villot, que vous connaissez certainement, et Nathalie de Marcellus-Varin, qui est professeure à Polytechnique, on a bâti 2 cours sur la gestion des risques. Alors, la gestion des risques, pour moi, c'est un tournevis. Et donc, c'est un outil, et il faut choisir quelle tête on va utiliser et surtout quel genre de vis. Une vis pour le bois, ce n'est pas la même chose qu'une vis dans le plâtre, etc. Donc, il faut le voir comme un outil qui permet d'atteindre certains objectifs. Et c'est pour ça que finalement, les 2 cours sont structurés à peu près de manière identique, ce
qui est différent, c'est les thématiques développées, c'est les exemples qui sont présentés. Alors, je vous ai juste mis pour information quelles sont les thématiques qu'on développe tout au long du cours. Quand vous faites de la gestion des risques, vous devez prendre tout le temps une décision. Que ce soit au moment de l'estimation, au moment du traitement du risque, au moment de décider jusqu'à quel point on fait la surveillance, etc., vous avez des décisions à prendre. Et l'art de la décision, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend très souvent, donc on a mis ça pour le premier cours. Ensuite, il y a les fonctions classiques, l'identification des risques, méthode directe, méthode indirecte, le contexte, le vocabulaire, le profil, la fonction gestion intégrée, le pratiquer et encore le pratiquer, parce que quand on assiste à une conférence comme ce matin, à la fin de la semaine ou enfin une semaine plus tard, il va vous en rester à peu près 20 %, puis un mois plus tard, il ne vous en restera plus si vous ne l'avez jamais utilisé ou si vous ne l'utilisez pas après. C'est classique et ça s'applique à toutes les matières. On leur parle de différents outils, des échelles de criticité, l'AMDEC, le diagramme d'Ishikawa, il y a mille et une choses. On leur parle de la récupération. Alors, surtout les risques où les conséquences sont très graves, il faut avoir en main ou avoir déjà planifié quelque chose pour minimiser les conséquences qui vont se passer. Et il y a bien sûr des situations de crise et la communication. Ça, c'est fondamental et c'est souvent très négligé. C'est aussi une question d'apprentissage continu. On en fait, il faut en faire, il faut le pratiquer. Ça revient à ce qu'on disait. Et il y a un changement de culture. Alors ça, c'est très, très intéressant. Le travailleur qui est au 14e étage, il devrait savoir qu'il faut qu'il s'attache. Ben non. Pourquoi? Alors, parce qu'on a deux formations dans le cerveau. Il y a l'hypothalamus, puis il y a la matière grise. C'est la petite matière grise d'Hercule Poirot, là. Alors, quand un risque est nouveau pour vous, c'est l'hypothalamus qui est stimulé. Puis quand vous stimulez votre hypothalamus, vous avez peur. Ah, là, les premiers temps, on s'attache, c'est sûr. Mais plus le temps passe, plus on apprend à vivre avec le risque, puis à un moment donné, on oublie de s'attacher, puis on dit, « Bien, coudonc, je ne suis pas tombé, même si je ne me suis pas attaché, c'est pas plus grave que ça. » Et on finit par ne plus s'attacher du tout. Donc, il y a une habitude qui s'installe. Pourquoi? Parce que là, on commence à solliciter notre matière grise. Puis c'est là où on met les risques en perspective, puis on raisonne, puis tout ça. Et c'est normal. Et quand on connaît cette particularité-là, bien, à un moment donné, les gens mettent en place des trucs pour restimuler le travailleur, puis qui ait peur à nouveau, donc qui respecte les consignes de sécurité. La question du leadership et de la gestion du changement, est-ce qu'on est confortable dans nos vieilles pantoufles? Et ça, c'est aussi un trait de la nature humaine. Les gens ne veulent pas changer. Même quand ils ont des protocoles à suivre, quand ils ont des choses à faire, ils finissent par le modifier un petit peu pour le mettre à leur main, comme ils disent. Puis après ça, quand vous arrivez et vous dites, « Bien oui, mais on a des risques qui se sont matérialisés, donc il faudrait un peu changer, qu'est-ce qu'on fait? » Vous avez besoin de vous lever de bonne heure pour les convaincre du contraire. Donc, mais il y a des techniques qui existent. Alors, au-delà des cours, une autre fonction très importante qui a occupé de nombreuses interventions, c'est l'accompagnement sur le terrain pour la résolution de cas pratiques. Et ça, je dois dire que j'en ai fait beaucoup dans des domaines très, très variés, que ce soit au niveau de la Défense nationale, sur la communication pour les médicaments contre la malaria, ou que ce soit avec Santé Canada pour ce qui est de la conservation de documents. Et je me suis toujours servi du même outil. On a parlé du beryllium, on a fait toute une série d'articles, Claude et moi, sur le diacétyl, qui est le fameux beurre artificiel. On a parlé du radon aussi, et le biphénol A. Moi, j'adore qu'est-ce qui se passe dans les médias parce que ils nous apportent toujours de la matière pour illustrer par des exemples nos propos. Alors, vous allez voir un peu plus tard, le biphénol A, moi je dis tout le temps aux étudiants, vous avez toujours trois choses quand vous avez un risque devant vous. Bien sûr, il faut traiter le risque en essayant de le réduire le plus possible, mais il faut aussi que vous regardiez quels sont les bénéfices que vous perdez par le traitement du risque. Et il y en a toujours, et parfois, c'est des bénéfices financiers que vous perdez, parce que l'argent que vous investissez dans A, vous ne l'avez plus pour B. Mais le troisième point, je leur dis toujours,
regardez donc les nouveaux risques que vous introduisez dans l'environnement par le traitement du premier. Et le biphénol A, c'est un très bon exemple pour ça. On a enlevé le biphénol A, on l'a remplacé par une autre substance, puis l'autre substance est au moins aussi toxique que le biphénol A. Puis là, on vient de s'en apercevoir un an plus tard. Ça fait 12 ans que je fais de la gestion de risque, je peux dire à plein temps. Et donc, j'ai un certain nombre de constats que je voulais partager avec vous ce matin. Dans le milieu, que ce soit le milieu des scientifiques ou le milieu de la population en général, il y a beaucoup d'idées préconçues. Et il y a une absence de culture du risque, mais il y a encore un maintien de la culture du blâme. Ah, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, du gouvernement, de l'employeur, du collègue de travail. On assimile souvent la gestion des risques à l'analyse du risque, l'estimation du risque, alors que l'estimation est une partie du tout. On a une absence quasi totale d'indicateurs de performance des traitements du risque. On a la phobie de la quantification, et ça dans n'importe quel domaine. On parle des infections nosocomiales, on parle de la vaccination. Et oui, mais qui sont tes risques? On parle de l'amiantose. Oui, mais c'est-tu l'amiantose chez les personnes qui sont exposées à l'amiante ou si c'est l'amiantose chez les travailleurs des mines? Ah, on n'a pas ces chiffres-là, ou alors on refuse des données en se drapant vers la confidentialité des informations. Bien, voyons, il y a des façons d'anonymiser le tout. Et quand on a des indicateurs, bien, ça nous permet de dire, est-ce qu'on a atteint notre objectif de réduction du risque? Comment voulez-vous savoir si le traitement que vous avez appliqué pour réduire votre risque a été efficace ou pas si vous n'avez pas d'indicateur? Et s'il n'est pas efficace, à quel moment on change le traitement? Alors ça, on a beaucoup le réflexe de dire, une fois qu'on a mis le traitement en place, on s'en lave les mains, puis on passe au risque suivant ou on passe à autre chose. On a aussi souvent l'obsession de vouloir diminuer le risque ainsi que tous les risques. On prend le risque, là, celui qu'on sait qui va avoir le plus d'impact dans les médias, et c'est celui-là qu'on va traiter, alors qu'il y en a d'autres qui sont bien plus dangereux, qui sont sur le point de se matérialiser. On sous-estime l'importance de la communication. La littératie, c'est avoir de l'information crédible. Ça, on commence à être pas trop pire. Comprendre qu'est-ce qu'on lit. Ça, les gens ont fait beaucoup d'efforts de vulgarisation. On teste le niveau de lisibilité des textes. Est-ce que tout le monde comprend la même chose? Mais on oublie toujours la troisième composante qui peut être déclinée en différentes parties, et c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'information. Est-ce qu'on est capable, nous, de collaborer à la prise de décision puis de s'en servir? Donc, après l'implantation du traitement, on passe à autre chose. L'autre constat, c'est qu'on promet souvent des choses qu'on ne pourra jamais livrer ou encore on s'engage pour un tiers. Oui, oui, on va réduire le radon. Oui, oui, vous n'aurez plus d'amiante. Oui, oui, bien oui, mais si ce n'est pas vous qui avez la responsabilité d'imposer des choses ou d'implanter des choses, c'est sûr que ça risque de ne pas se produire. Et donc, on oublie toujours de faire l'analyse sous les trois aspects, le risque à traiter, le bénéfice perdu et les nouveaux risques introduits. On invoque le principe de précaution à tort et à travers. Ah, ça, le principe de précaution, est-ce qu'on l'aime? Quand vous invoquez le principe de précaution, il faut absolument faire de la recherche pour avoir de l'information plus probante sur le risque en question. Parce qu'invoquer le principe de précaution, c'est parce qu'on ne l'a pas. Puis si on ne l'a pas, bien, il faut le trouver. Mais il y a des fois, ce n'est pas possible à trouver, notamment en santé environnementale ou en santé au travail. Allez-vous faire tomber des travailleurs d'une plateforme juste pour voir combien d'os ils se brisent? Non. La même chose, allez-vous exposer quelqu'un à une substance chimique juste pour voir c'est quoi les effets sur la santé? Non. Alors, forcément, on doit se rabattre sur des études épidémiologiques. Et là, il y a plusieurs personnes qui s'élèvent pour dire, bien oui, mais la probabilité entre deux séries de paramètres, on peut en avoir avec n'importe quoi. Il y a un auteur qui a écrit un livre qu'il a réédité à plusieurs occasions qui s'appelle « How to Lie with Statistics », où, à un moment donné, il a mis en X et en Y
le nombre de voitures rouges qui circulent dans une ville donnée par rapport au nombre de mouches mâles qui sont dans l'Arctique, puis il y avait une corrélation de 0,999. Mais est-ce qu'il y avait une causalité? Non. Et donc, il y a des pressions qui sont exercées pour traiter les risques théoriques, c'est-à-dire ceux pour lesquels il n'y a pas de causalité d'établie, donc une incertitude scientifique. L'autre chose qui est très intéressante, c'est un auteur qui s'appelle Thomas Homer Dixon, qui a publié en 2001 un livre qui s'appelle « The Ingenuity Gap » et qui a essayé de nous démontrer pourquoi on en était venu à ce que l'outil gestion de risque soit si important, si utilisé, au moins il devrait être utilisé, et il a regardé ça en fonction de la définition des problèmes auxquels on fait face et des solutions aux problèmes. Alors, si au 19e siècle, les problèmes, c'était clair, la définition, puis les solutions étaient évidentes, au 21e siècle, les problèmes sont plutôt obscurs. Autrement dit, vous avez 1001 facteurs et 1001 variables dont vous devez tenir compte, et les solutions sont incertaines pour toutes sortes de raisons. Donc, la gestion intégrée du risque, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est trois choses. La première, c'est la gestion du risque telle qu'on la connaît. C'est souvent représenté par un cercle et vous avez un certain nombre d'étapes que je vais vous rappeler. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas assez, qu'il fallait prendre en compte toutes les composantes de l'organisation, que ce soit les ressources humaines, que ce soit le bureau des finances, que ce soit les mesures des indicateurs. Et finalement, vous avez en haut le paradigme. Alors, le paradigme, c'est quoi? C'est la perception. C'est la tolérance au risque et tous les comportements humains. Alors, management ou gestion, bien pour ISO, le management réfère à toute la structure de l'organisation et aux risques qui y sont présents, alors que la gestion du risque, toujours selon ISO, parce qu'ils ont les deux définitions, c'est l'application de la structure à un risque particulier. Vous pourrez regarder l'évolution. Évidemment, ça a commencé en 1970, ça s'est développé en 80 dans l'assurance et la finance, mais pas longtemps après est arrivée l'histoire du sang contaminé. Et là, il y a eu une explosion, notamment au Canada, après la commission Crévert. Mais c'est vraiment l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont été les pionniers là-dedans. Je pense qu'ils sont rendus à leur 4e ou 5e itération de leur cadre de gestion de risque. Et finalement, en 1995, on a vu une généralisation du procédé au domaine de la santé. Les bénéfices, c'est une méthode de prise de décision systématique documentée, un processus de planification stratégique plus efficace, une meilleure utilisation des ressources, préparation complète pour les évaluations externes. Ça sert beaucoup au moment de l'agrément, souvent. Et on change le paradigme de la culture vers une culture d'amélioration continue plutôt qu'une culture de blâme. Ce qu'il faut éviter, c'est faire la liste d'épicerie. Ceux qui font cet exercice-là déchantent rapidement. Parce que, donc, quand vous faites l'identification des risques a priori, des risques, il y en a partout. Alors, l'individu, dans son secteur, dans son domaine, pour lui, le risque est très différent, même pour un même produit et une même substance, que celui de son voisin. Ne pas traiter une problématique avant de la définir clairement. Ça, des fois, c'est une tendance. Hop, on estime un risque, allez, il faut tout de suite le traiter. Non, non, il faut que tu regardes c'est quoi les parties prenantes, c'est quoi la contribution de ta problématique à l'ensemble du risque. Et ne pas transférer trop rapidement toute sa responsabilité aux voisins. Ça, c'est donc quelque chose que j'ai entendu souvent. « Ah, bien, c'est pas à nous autres de faire ça, c'est à l'autre. » Ne jamais négliger le paradigme et l'environnement de travail et ne jamais considérer qu'une décision est finale. Il faut toujours valider, il faut toujours surveiller. Est-ce que le risque a évolué? Est-ce que nos méthodes de traitement sont efficaces? Vaincre la résistance au changement ou encore l'installation d'habitudes. Canaliser l'enthousiasme des dirigeants. Ah! Les dirigeants vont dire « Moi, j'en veux plus ce risque-là, il faut qu'il n'y ait plus. » Mais non, un risque zéro, c'est une utopie. On ne réduit jamais un risque à zéro. Même quand vous éliminez un produit, vous interdisez la vente du produit, vous interdisez la vente d'un jouet, vous interdisez... Il y en a toujours qui vont le ramener, ils vont aller l'acheter sur Internet. On en retrouve dans les ventes de garage. Donc, le risque n'est pas égal à zéro.
Anticiper la perception du public sur le choix des priorités et des enjeux. Ça, c'est pas évident à gérer. Vous avez besoin de vous lever de bonne heure des fois, mais il y a des techniques qui existent. Et le plus grand défi de tous, c'est qu'après avoir estimé le risque, convaincre les autres que le traitement choisi est le meilleur. Parce que si le traitement choisi, c'est de rien faire et de surveiller l'évolution du risque, il y en a qui... Puis plus ça monte dans la hiérarchie, à un moment donné, si vous avez un ministre à convaincre de... c'est pas toujours évident. D'autres choses très, très intéressantes, c'est la différence entre le risque acceptable et l'acceptation du risque. Un risque acceptable, c'est un risque qui est souvent décidé par des scientifiques, basé sur l'expérimentation, basé sur des données, sur la valeur probante. Mais ça n'emporte pas l'acceptation du risque, parce que l'acceptation du risque, c'est l'individu. C'est lui qui décide s'il est prêt à prendre ce risque-là ou pas. Et vous avez plusieurs exemples. Vous avez l'exemple du nucléaire. Vous avez l'exemple de la vaccination. Vous avez aussi l'exemple des transfusions sanguines. Très intéressant, ça, parce qu'avec le sida, on sait que quelqu'un qui reçoit une transfusion sanguine a encore un risque d'être contaminé au VIH. Ce risque, c'est un cas sur à peu près une couple de millions. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à prendre ce risque-là. Et il y a d'autres notions qui ont été développées aussi en droit, notamment celle du risque inhérent. Et ça, c'est très, très intéressant parce que c'est dans des cas de risque inhérent où on a aussi réfléchi sur la responsabilité sans égard à la faute, qui existe au Québec dans le domaine de la vaccination, dans le domaine santé et sécurité au travail, des victimes d'actes criminels et, bien sûr, l'assurance automobile. Et le dernier, c'est ceux qui reçoivent des produits du sang, parce que ça mettait Héma-Québec à l'abri d'une poursuite. Il y a des chercheurs qui ont mesuré le niveau de maturité d'une organisation par rapport au risque. Et ils ont bâti une échelle avec 5 niveaux. Ceux qui sont au niveau 1 sont toujours en gestion de crise. Autrement dit, les risques, ils ne veulent rien savoir de ça. Et ceux qui sont au niveau 5, ils n'en parlent plus parce qu'elle est complètement intégrée à leur processus. Et pour chacun des niveaux, ils ont développé des caractéristiques d'une organisation qui est dans cet état-là. Je vous ai mis aussi quelques définitions en faisant la nuance entre les définitions de 2002 et de 2009. Donc, vous voyez, quand on parle de gestion de risque ou management du risque, ce sont des activités coordonnées visant à, et dans celle de 2009, on a changé visant à par dans le but de, diriger et piloter un organisme vis-à-vis du risque. Donc, vous voyez que c'est vraiment là, super englobant. L'autre chose qui est très intéressante, c'est leur définition de partie prenante. Toute personne, groupe ou organisme susceptible d'affecter, d'être affecté ou de se sentir lui-même affecté par le risque. Alors, ça comprend tout le monde. Là, on ne parle plus d'intéressé, partie touchée, partie ceci, partie cela. Et ça, je dois dire que j'en ai plusieurs pages dans mon document de définition consolidée. Et en 2002, donc, on disait que le décideur est également une partie prenante. Et j'ai mis en rouge dans cette diapo les modifications que vous allez voir dans la diapo suivante, où là, on est lui-même affecté par une décision ou une activité. Autrement dit, on a divisé l'expression et on a rajouté « est » par « peut être une partie prenante ». Quel cas de choisir maintenant? Il y en a au gouvernement canadien, il y en a au gouvernement québécois, il y en a dans les organismes de standardisation et dans les organismes professionnels. En fait, il faut dire que les cadres modernes, c'est un document de référence et non pas un document de politique. Et ce que ça implique, c'est que c'est un document vivant, adaptable, évolutif et intégrable dans nos processus existants. Les limites de tous ces cadres-là, c'est qu'ils ont tous été développés avec des objectifs précis. On a de très beaux cadres, mais on n'a pas beaucoup d'outils. La formation pratique, c'est-à-dire l'accompagnement des gens dans l'application de la gestion de risque à des situations réelles qu'ils vivent dans leur milieu de travail, est assez déficiente. On est assez fort sur la formation théorique, mais avoir des gens qui accompagnent les personnes, il y en a très, très peu.
On sous-estime le temps nécessaire à l'appropriation du processus. Il y en a qui s'imaginent vont faire de l'implantation de la gestion de risque en dedans de 3-4 mois. Ça prend la première itération, la première implantation, ça prend facilement 2 ans. Et ceux qui ont fait l'exercice estiment qu'après 5 ans, on commence à être pas pire. Il y a une intégration difficile qui a existé et qui existe encore dans plusieurs milieux entre la science et les politiques. Quand je parle des politiques, c'est l'organisation, c'est le paradigme. L'inefficacité du transfert d'une approche décisionnelle verticale vers une approche horizontale. Quand on a fait les cadres, quand on a fait de la gestion intégrée des risques, on a dit il faut arrêter de travailler en silo, il faut faire ça d'une manière horizontale. Bien oui, mais si pour vous le risque, l'exemple que j'ai vécu à Ottawa, c'était l'exemple du prion. Bien du prion, c'est qu'il y en a partout. Bon. Bien oui, mais à un moment donné, il parlait qu'il y en avait dans de la gélatine d'origine animale qui formait l'enveloppe des capsules. Bien oui, mais l'industrie a tout changé sa gélatine de la gélatine végétale. Il n'y a plus de risque. Ou il y en a encore s'ils ont des vieilles capsules ou si les capsules sont importées. Par contre, au niveau des cosmétiques, c'était la même chose. Au niveau des aliments, là, le risque était pas mal plus élevé. Puis au niveau du sang, parce qu'il y avait aussi la possibilité que les prions soient transférés par le sang, bien là, on avait déjà subi le sang contaminé au VIH. Alors là, ce risque, il était rendu élevé, pas à cause de la science derrière le sang, la transmission par le sang du prion, mais à cause du risque antérieur qui s'était matérialisé. Et ça, c'est toujours très, très important. On porte beaucoup d'attention à l'eau, on porte beaucoup d'attention au sang, on porte beaucoup d'attention à un certain nombre de choses quand le risque s'est déjà matérialisé, et encore plus quand il s'est déjà matérialisé dans notre environnement, pas trop loin. Alors, tous les cas sont-ils équivalents? Je les ai comparés, j'ai fait plusieurs tableaux et tout ça, et je peux vous répondre que oui. Mais le gros bémol là-dedans, c'est faites attention à la traduction. Quand le cadre a d'abord été écrit en anglais et qui a ensuite été traduit en français, moi, j'ai trouvé dans plusieurs d'entre eux des problèmes de traduction. Par exemple, avoir traduit « probability » par « possibilité ». Et je pourrais vous allonger la liste. Donc, moi, je consulte toujours dans la version d'origine, puis après, je peux faire les adaptations nécessaires. Moi, les étapes que j'utilise tout le temps sont faciles. Contexte, l'estimation du risque, les options de traitement, les stratégies de traitement, l'implantation des stratégies de la surveillance active, mon traitement est efficace, et la communication. Comment approcher la bête? Bien, les risques, on peut toujours les identifier soit a priori ou a posteriori. A posteriori, c'est quand le risque s'est matérialisé. Et là, on se pose des questions, on dit il y a quelque chose qu'il faut corriger, surtout si ça produit des effets. A priori, c'est un peu plus difficile. Mais a priori, il y a 2 méthodes qui fonctionnent très bien. La première, c'est la scénarisation. Puis la deuxième, c'est ce que tu appelles le mental model. Ça reprend des logiciels comme WebCity ou MOT, M-O-T. Alors, c'est des logiciels où vous avez un grand schéma avec des ronds, des losanges, des carrés et tout ça. Et vous bâtissez ce schéma-là avec des experts, mais plusieurs experts. Puis après, on regarde qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Puis là, on peut savoir c'est quoi les endroits qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus susceptibles de produire le risque et ceux où on devrait intervenir. Les possibilités de traitement maintenant. Alors, le risque potentiel, il y a des fois qu'il faut décider de le prendre, le risque. Mais on le surveille. On le réduit, mais on ne le réduit pas n'importe comment. On va l'optimiser. Parce qu'à un moment donné, pour chaque unité de réduction du risque, ça va coûter de plus en plus cher. Le partager. C'est rare qu'on va arriver à une réduction maximale tout seul. Il y a peut-être d'autres partenaires qui peuvent contribuer à la réduction du risque. Et finalement, le refus du risque, là, on va essayer de l'éliminer, soit en retirant les choses du marché ou pas. Si le risque s'est matérialisé, lorsque les conséquences sont graves, ça nous prend un plan de contingence qu'on appelle parfois mitigation. Est-ce qu'il y a un nombre de chutes qui est acceptable?
Le nombre n'a pas d'importance. Ça dépend de la gravité de ce qui s'est passé une fois que la chute s'est matérialisée. Il y a la question des chutes versus les contentions ou le fait que les gens s'attachent. Est-ce que les statistiques optimales des chutes sont les mêmes pour toutes les parties prenantes? Non. Les protocoles, qu'est-ce qui arrive dans le temps? Bien, on contourne le protocole. Ça, c'est la nature humaine, j'en ai parlé au début. Et que faire si le protocole n'est pas suivi? Plutôt que de dire « il faut que tu suives le protocole », on est mieux de dire « pourquoi tu ne l'as pas suivi? » Puis qu'est-ce que tu as changé dans le protocole? Parce que ça va nous donner des indices pour savoir comment le modifier. Puis il y a même des spécialistes qui vont jusqu'à dire « il faut que tu modifies le protocole ». Des fois, juste changer la manière, parce que ça restimule l'hypothalamus. Puis là, les gens disent « oh, j'ai un nouveau protocole, donc il faut… » Puis c'est le même ou presque que ce qu'il y avait avant si ça fonctionnait bien. Donc, c'est des techniques pour faire que les protocoles sont suivis. Voilà.